Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres de l'actualité. Apprêtez-vous à danser le Ziglibiti. Nous vous amènerons sur les traces de cette danse mythique de l'ouest du pays. Une danse rendue célèbre au XXe siècle par l'une des légendes de la musique ivoirienne, Ernesto Djedje. Et d'ailleurs, comment cet héritage est entretenu, nous y répondrons dans l'escale 225. La tension est montée ces derniers jours entre le Burkina Faso et le Ghana. Ouagadougou a rappelé son ambassadeur à Accra et convoqué l'ambassadeur ghanéen. Tout cela intervient après les propos du président ghanéen qui a affirmé hier, en marge du sommet Afrique-États-Unis, que les paramilitaires russes du groupe Wagner étaient présents chez son voisin burkinabé. Voilà pour le sommaire. Vous faites toujours bien de choisir RTU2 pour vous informer. Tout d'abord, la rubrique de ce soir. Comme promis, nous dansons ce soir le Ziglibiti, cette danse folklorique de l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément du village de Taïragoué dans la sous-préfecture de Daloa. Le Ziglibiti bénéficie d'une renommée tant au plan national qu'international, une célébrité que l'on doit à l'immense Ernesto Djedje, le roi du Ziglibiti, qui en a fait une large promotion dans les années 70 et 80. Comment s'effectue cette danse? Quelle est son histoire? Quelle empreinte Ernesto Djedje a-t-il laissé sur le Ziglibiti? Escale à Taïragoué, là où est né le Ziglibiti, avec Maïssa Kogei. Taïragoué, localité située à 7 km sur l'axe Issia-Daloa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est ici qu'est né le Ziglibiti, danse traditionnelle de réjouissance populaire. Le Ziglibiti s'effectue en groupe. Les pas se réalisent selon les paroles. À l'époque coloniale, le Ziglibiti était exécuté pour accompagner le premier chef du canton Ballon Sud, Rabé Bogué, lors de ses tournées dans les différents villages. Il faut dire que depuis 1958, déjà la première sortie officielle de cette danse fut l'occasion de l'inauguration du pont Félix Houphouët-Boigny. Nos parents y étaient. La seule danse dans le Haut-Sandra qui a été invitée, c'était bien le Ziglibiti. Partout où vous vous retrouvez, quand on parle du Ziglibiti, quand on parle de Taïragoué, les gens sont déjà géographiquement situés. Cette danse nous a apporté beaucoup. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous trouverez la page du Ziglibiti. Donc, nos parents avaient leur manière à eux de danser le Ziglibiti. Autrefois, en plus du Ziglibiti, d'autres danses étaient effectuées dans le village. Il s'agit entre autres de la danse du masque ou le glé, ainsi que le bayerélé, très suivi dans les années 70. À partir des années 80, elles ont toutes été absorbées par le Ziglibiti, devenu l'unique danse à Taïragoué. Il y a deux manières de danser le Ziglibiti. Il y a la manière de nos parents et celle de Ernesto Djedje. Le Ziglibiti traditionnel a été récupéré par Ernesto Djedje. Il l'a par la suite révolutionné. Par la maîtrise des pas qu'il a lui-même créés et son immense talent, Ernesto Djedje a propulsé le Ziglibiti au-delà des frontières de Taïragoué. Surnommé l'Union nationale, l'épervier ou encore le roi du Ziglibiti, Ernesto Djedje, de son vrai nom. Ernest Djedje Bleloué est né en 1947 à Taïragoué. Chanteur, poète, fabuliste danseur, arrangeur et guitariste, il doit surtout sa renommée à ses performances scéniques, notamment ses déhanchés particuliers. Les pas du Ziglibiti d'Ernesto Djedje symbolisent les gestes de l'aigle et la puissance de ce rapace lorsqu'il attaque une proie. Lors de ses différents passages à Taïragoué, Ernesto Djedje, alors au sommet de sa gloire, provoquait l'émeute. Ernesto, dès qu'il arrive au village, c'est un événement qui n'a pas envie de l'approcher.
qui n'a pas envie de causer avec lui. Il ne passait jamais inaperçu dans notre village. Tout le village était sorti pour aller prendre part à un match amical intervillage à Kibo. Quand il est venu, il a demandé mais où sont partis tous mes frondeurs. Il a dit non, il y a une coupe de vacances organisée à Kibo. Donc tout le monde est allé là-bas. Il avait un jeu de maillot qu'il voulait offrir au village. Il s'est rendu à Kibo. Là-bas, il a fait des émeutes là-bas. Ernesto Djedje a définitivement rangé le micro le 9 juin 1983 à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne. Ses proches et sa descendance se souviennent de lui. Ce Djedje, c'est notre grande sœur. Alors, au départ, elle a eu des contacts avec un Sénégalais, un marchand. Ils ont mis Ernesto au monde. Son mari voulait aller au Gabon. Il a pris Ernesto en cachette pour aller avec lui. Quand mon père a appris ça, il les a arrêtés, il a récupéré Ernesto. Il dit, si tu veux partir avec Ernesto, prends ta femme aussi, qui est sa maman, pour aller au Gabon. Et le type n'a pas respecté ce que le père a dit. Il est parti au Gabon, il a laissé Ernesto. Ernesto, de son vrai nom, c'est Touré, on l'a nommé Djedje. Djedje veut dire l'iroko. C'est un arbre qui a plusieurs vertus. Il a un peu négligé l'école, il dit qu'il va faire de la musique. Mon jeune frère lui a dit que s'il veut faire de la musique, on le laisse parce que dans la vie, chacun a un destin, chacun a son étoile. On l'a laissé faire la musique. L'ayant peu connu, du moins, il est parti très tôt et j'étais encore très jeune. On dit d'un artiste qu'il ne meurt jamais, donc effectivement, grâce à son statut, je le découvre. Grâce aux images, aux archives, on retient que c'était un homme généreux. J'ai tellement de témoignages. Entre ces musiciens, certains m'ont dit qu'ils ont eu le courant chez eux pour la première fois, parce que mon père avait acheté des maisons à ces musiciens. D'autres qui me disent qu'il a payé leurs études. On me fait part aussi de sa générosité pour faire émerger d'autres talents. Ils sont plusieurs à m'avoir témoigné de leurs remerciements vis-à-vis de lui, son attitude. Aussi son travail, je vois que c'était quelqu'un de perfectionniste. Aujourd'hui, Ernesto Djedje a laissé quelques traces dans le village, comme cette maison inachevée dont il avait entamé la construction quelques mois avant son décès. Cette maison, Ernesto n'avait pas le temps de venir souvent au village. Il a donné les moyens à mon jeune frère Marcel Tetiali. Il a pris les maçons, ils ont monté cette maison. Bien vrai, la maison n'a pas été achevée comme il se devait. Il est mort. Alors donc c'est maintenant que nous, on va chercher les moyens pour l'achever. 39 ans après avoir tiré sa révérence, Ernesto Djedje repose ici, à Taïragui. Ses proches souhaitent la réhabilitation du site qui abrite sa dépouille. Ernesto Djedje, sa tombe est devenue un site touristique. Mais si bien que quand d'autres arrivent, ils sont un peu déçus. Donc ceux qui ont encore l'amour de Djedje, ceux qui ont une pensée pieuse, nous on leur demande pardon de venir jeter un coup d'œil. Et quand ils viennent jeter ce coup d'œil, il faut que ce soit le dernier. Parce que s'ils retournent, il faut qu'ils reviennent en termes de réalisation. Les pas de danse sont surtout exécutés par la jeune génération en qui les aînés placent beaucoup d'espoir pour la survie du Ziglibiti. Du Ziglibiti, la nuit tombe sur Taïragui, prêt à faire rayonner cette danse à travers le globe et pérenniser les œuvres de celui qui lui a donné ses premières lettres de noblesse, feu Ernesto Djedje. Et bien sûr, puisqu'un artiste ne meurt jamais, le Ziglibiti fera vivre encore longtemps la mémoire d'Ernesto Djedje. Et dans un tout autre chapitre, l'INPHB était récemment à Kigali, au Rwanda. Une visite d'immersion pour s'inspirer du modèle rwandais en termes d'innovation et de technologie. Le KELAB et le Kigali Innovation Center sont les deux sites privilégiés par la délégation ivoirienne. Le reportage d'Afficiata Karamoko Dosso. Une vision entrepreneuriale. Le KELAB en fait sa marque déposée. Cet établissement se veut un pôle d'innovation au service de la jeunesse rwandaise. Sa vocation, former les jeunes à la prise d'initiatives technologiques pour devenir des entrepreneurs innovants. 500 entreprises sont sorties de ce laboratoire, un résultat motivant pour les managers des KELAB et l'INPHB.
C'est impressionnant ce qu'on a pu voir, donc avec deux entités, une entité à la fois de laboratoire de fabrication, donc le Fab Lab, et puis une deuxième entité d'accélération et d'incubation d'entreprises qui s'appelle plus spécifiquement le K-Lab. Ça nous inspire au niveau de l'INPHB, parce que nous avons en notre sein des Fab Labs, donc il faut maintenant qu'on arrive à passer à la transformation de ces Fab Labs pour migrer vers des entités d'accompagnement à la création d'entreprises. On a un incubateur qui a été créé. Il faut maintenant arriver à faire la connexion entre notre incubateur et le Fab Lab pour que justement des porteurs de projets puissent être accueillis au sein de notre incubateur, accompagnés dans le cadre des Fab Labs et donc créer des entreprises dans le domaine des technologies, de l'informatique, de la télécommunication, de l'agro-industrie, etc., tous les secteurs porteurs en Côte d'Ivoire. Ce modèle de développement a favorisé la mise en place de la technopole rwandaise, visitée par les responsables de l'INPHB. Cette technopole est l'expression de la nouvelle image des zones de production industrielle dans un espace soigneusement aménagé, une expérience rwandaise qui inspire la Côte d'Ivoire. Je pense qu'une prochaine visite s'impose parce que je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Ce qui m'étonne, c'est que un pays, on sait le passé douloureux de ce pays et puis comment il se relève et puis la force de la décision publique. C'est ça qui impressionne. Une décision de créer un parc technologique en 2010 et qui devient une réalité en 2024. Les premières entreprises vont s'installer. Les universités se sont déjà installées sur le parc et là, je pense que c'est une réelle volonté politique. Au sein de l'INPHB, qui a aussi pour projet de créer un technoparc dans la ville de Yamoussoukro, je pense qu'on devrait pouvoir s'en inspirer. On a encore beaucoup d'étapes à notre niveau à franchir, mais l'expérience rwandaise nous laisse quand même espérer qu'il est possible d'aller de l'avant. Cette visite de l'organe dirigeant de l'INPHB à Kigali est le fruit de la coopération Sud-Sud, une démarche qui met en avant des relations de partenariat entre institutions. Le Cheikh Haïma Ousmane Diakité a mis fin à sa tournée de sensibilisation dans la région du Goy et du Lodjibois. À Divo, le président du COSIM a invité les populations, mais aussi les élus et les cadres à être des acteurs de la paix et de la non-violence. Il a également insisté sur la nécessité de tourner définitivement le dos à la haine sous toutes ses formes. Pargasso reconnaît Demadongui y était, son reportage. Après le Goy, le président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, en tournée à Lakota, Guitry et Divo dans la région du Lodjibois. Cette tournée du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire vise à sensibiliser les populations de ces différentes localités sur l'importance qu'il y a à préserver la paix et la cohésion sociale. Cheikh Haïma Ousmane Diakité n'a pas manqué d'exhorter l'ensemble de la communauté musulmane à tourner le dos à la violence et à la haine sous toutes ses formes, mais surtout à œuvrer pour l'unité nationale. Nous voulons inviter nos concitoyens, toutes les populations, à dire non à la violence dans la politique, à dire non au discours de haine et de division. C'est contraire à la morale de toutes les religions révélées. C'est contraire à la morale de la République et aux lois de la République. C'est dans la paix, dans la cohabitation pacifique que nous allons être solidaires. C'est ce que l'islam recommande. Le président du COSIM a aussi invité les parents et la jeunesse musulmane à plus de responsabilités dans leur comportement et agissement. La question de la drogue. Des jeunes sont en train d'arriver au point de constituer maintenant des gangs, comme en Amérique latine. Ils constituent des gangs, c'est-à-dire des forces. Et souvent, ils ont des armes. Des fumoirs sont notoirement connus dans beaucoup de nos villes. Donc, il y a la violence. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Nous voulons des bons jeunes. Nous devons avoir des bons parents. Si chaque parent jouait réellement son rôle, on va beaucoup diminuer les problèmes qu'on a avec les jeunes. Fidèles musulmans, population, guides des autres confessions religieuses et chefs traditionnels des localités visitées se réjouissent de la qualité du message de l'homme de Dieu. Je reçois un Coran venant de la Mecque. C'est la cause de la paix
et c'est ce qui progresse maintenant. Nous avons tiré beaucoup de leçons, beaucoup d'enseignements dans tout ce qu'il vient de dire. Et cela nous va droit au cœur. Avec l'arrivée des élections, bon, vraiment, on en a besoin. On en a besoin pour apaiser un peu les cœurs. Vraiment, le message est bienvenu. Cette visite du chef religieux musulman de Côte d'Ivoire dans le Lot-d'Ivoire, saluée par autorités administratives, élus et cadres de la région. Les populations qui vivent en parfaite symbiose ici, en harmonie. Et aujourd'hui, vous allez renforcer cette entente afin que jamais, jamais de la vie, notre paix ne soit troublée. Nous, ici, dans la région du Lot d'Ivoire, les chefs traditionnels sont là. Nous vivons en parfaite harmonie. Aussi bien les chrétiens, les musulmans, les animistes. C'est ça qui fait notre pays, c'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. Et c'est avec grande joie que nous participons à cette cérémonie. C'est par des prières et des bénédictions pour la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour des élections locales apaisées en 2023, que cette tournée de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale du président du COSIM a pris fin. Quoi de mieux qu'un tournoi de football pour détendre les agents des différents ministères du pays? La première édition du tournoi interministériel a débuté aujourd'hui à l'INJS de Marcory. Le tournoi, organisé par le ministère des Sports, a été remporté par celui de l'Emploi et de la Protection sociale. Patrick Dadier. Les différentes équipes ministérielles ont rivalisé dans plusieurs disciplines, notamment au Maracana, le handball, plusieurs jeux traditionnels et loisirs. Au Maracana, après plusieurs confrontations, ce sont les agents du ministère de l'enseignement technique, professionnel et de l'apprentissage qui affrontent ceux de l'emploi et de la protection sociale en finale. Une finale qui tourne à l'avantage des agents du ministère de l'emploi et de la protection sociale 1-0, après une séance de tir au but. C'est tout un plaisir. On voudrait déjà dire merci à nos autorités qui nous ont soutenus, qui nous ont mis tout en œuvre pour que nous soyons là aujourd'hui. Nous sommes là, comme le dit pour la première édition, c'est pour fraterniser, pour partager ensemble des moments de joie. 2 prix pour le ministère du Plan et du Développement qui s'impose d'abord aux Jeux de dames grâce à Céa Florent et au handball après avoir disposé de leurs homologues du ministère des Sports 8-7. Au Scrabble, le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté peut compter sur la maestria de Kouakou Stéphane. Le jeu de Ludo a été l'affaire du ministère des Sports, vainqueur grâce à Yapi Betty. Au jeu d'Awale, Yao Kouakou Bernard, connu sous le pseudonyme d'Agoulé. Son nom d'artiste permet au ministère de l'Éducation nationale de décrocher le Graal. Dans la vie, il faut savoir faire quelque chose. Il faut savoir jouer quelque chose. On a laissé le football, donc aujourd'hui je suis champion en Awale interministériel. Un ballet des agents des différents ministères avec au premier rang le directeur général des sports a clos cette première édition du tournoi de la cohésion interministérielle. Et toujours en sport, la médaille de bronze de la Coupe du monde de football 2022 revient à la Croatie. Lukas Modrić et ses coéquipiers ont remporté la petite finale face au Maroc, 2-1. Nous vous le disions en titre, la tension ces derniers jours est montée entre le Burkina Faso et le Ghana. Ouagadougou a rappelé son ambassadeur à Accra et convoqué l'ambassadeur ghanéen. Tout cela intervient après les propos du président ghanéen Nana Akufo-Addo qui affirmait hier en marge du sommet Afrique-États-Unis que les paramilitaires russes du groupe Wagner étaient présents chez son voisin burkinabé, des propos qui ont profondément affecté le gouvernement burkinabé. Le ministre délégué chargé de la coopération régionale, Karamoko Jean-Marie Traoré, a indiqué avoir écouté l'ambassadeur du Ghana pour lui faire savoir la position du gouvernement qui juge très grave les propos d'un chef d'État et de surcroît un voisin. Et puis 9 millions d'électeurs tunisiens étaient aux urnes ce samedi pour élire leurs députés. Une nouvelle chambre de 161 députés doit remplacer celle qui a été suspendue en juillet dernier. Mais le scrutin est boycotté par la plupart des partis dont le mouvement d'inspiration islamiste Ennahda. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 12h30 demain, Anicet Konan Blessing vous donne rendez-vous. À 19h30, Afisiata Karamoko Dosso sera à cette même place. Quant à moi, on se dit à lundi, si Dieu le veut. Excellente soirée.